Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 37, et je vous propose ici d'étudier la diagonalisabilité de la matrice suivante, avec comme condition que les AI sont des réels placés dans l'ordre strictement croissant, et les BI sont des réels positifs non nuls, placés dans l'ordre décroissant. Bon voilà, alors bon, c'est un énoncé assez joli, et quoi de plus normal que d'étudier la diagonalisabilité d'une matrice quand on est en deuxième année de classe préparatoire. Mais bon, quand on voit la tête de la matrice, même si elle a l'air d'avoir une belle tête, on sent que ça va pas être si facile que ça. Bon. Alors j'ai pas beaucoup d'histoires à vous raconter autour de cet exercice, j'aurai quand même une petite anecdote que je garde pour la fin de la vidéo. Qui recèle pas mal de bons souvenirs. Mais bon, trêve de bavardage, j'ai envie de vous dire. Et je vous invite à vous frotter à la difficulté de cet exercice, donc à faire une pause et à essayer de étudier la diagonalisabilité de cette matrice par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. C'est bon? On est parti? Alors on est parti. Alors vous allez voir que la résolution est assez jolie. En tout cas, la résolution que je vais vous proposer est assez jolie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général quand on veut étudier la diagonalisabilité d'une matrice? On regarde le polynôme caractéristique. Voilà, ça fait partie des premiers réflexes. Donc je vais regarder le polynôme caractéristique. On n'a pas peur. Donc le polynôme caractéristique, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc moins B1, ici ensuite j'ai moins B2, x moins A2, moins B2, blablabla, moins B2. Et puis bah, si on continue dans la diagonale, on a x moins AN. Ici on a moins BN moins 1. Tac, 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 tac. Ensuite, là ici on a moins BN, moins BN. Et voilà. Donc voilà la tête du déterminant qu'il va falloir chercher à calculer. Pardon. Et donc, calculer ce déterminant, je vais vous montrer une méthode de calcul de déterminant qui peut être assez utile, suivant la forme de la matrice. Bon, là, ici, la forme de la matrice s'y prête vraiment bien. Mais il y a aussi d'autres types de matrices qui peuvent avoir une forme assez similaire et pour lesquelles on peut appliquer la méthode que je vais employer ici. Alors, je pense que vous pourriez le pressentir qu'il va y avoir une question de, peut-être, formule par récurrence qu'on pourrait faire. Je pense que vous auriez peut-être pu le pressentir, puisque bon, dès qu'on voit des matrices de taille n ayant une forme assez particulière, on a peut-être envie d'avoir une relation de récurrence qui apparaisse. Bon, d'accord? Alors on va la faire apparaître, et on va la faire apparaître de manière assez jolie. En fait, vous pourrez remarquer que si je me permettais d'ajouter un plus B1 ici, moins B1, il y a un vecteur qui apparaît pour toutes les colonnes qu'on peut voir de cette matrice. Et ce vecteur, c'est le vecteur 1, 1, 1, 1, 1. Que des 1 dans la colonne. Alors ce vecteur, je vais l'appeler V. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire le déterminant. Donc je vais prendre une base aussi, donc la base associée au calcul du déterminant. Donc disons, je vais mettre E1 jusqu'à EN. On va dire base canonique, donc adapté à ce calcul de déterminant, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est donc que je vais écrire le déterminant en fonction des vecteurs qui sont en jeu. Et écrire chacun des vecteurs en fonction de V et d'un élément de la base. C'est vrai que ça ne fait pas partie des réflexes qu'on nous apprend à utiliser directement quand on fait des calculs de déterminants, mais j'aimerais vous montrer que ce réflexe d'écrire le déterminant un peu autrement peut être très utile, ne serait-ce que pour manipuler le calcul. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la chose suivante. Le déterminant que je cherche à calculer, c'est le déterminant de... la première colonne, c'est quoi? Et je peux l'écrire comme x moins A1 plus B1 fois E1. Et puis, il me manque moins B1 fois V, si je veux que tout fonctionne. Le suivant,
x moins A2 plus B2 fois E2, oups, moins B2 fois V. Et ainsi de suite, hein, vous l'aurez compris, donc x moins AN plus BN fois EN, et ensuite moins BN fois V. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la linéarité du déterminant. Car je vous rappelle que le déterminant est une application multilinéaire en fonction des colonnes, et donc en particulier elle est linéaire suivant chacune des composantes. Alors je ne vais pas développer tout partout, hein, parce que sinon on risque peut-être de s'y perdre, mais ce que je vous propose ici, c'est que je vais développer en fonction de ce que j'ai ici dans ce déterminant-là. Alors si je développe, ce que j'obtiens, c'est la chose suivante. J'obtiens déterminant de x moins A1 plus B1 fois E1. Puis après, bon, le reste, ça reste inchangé. Donc, pour faire comprendre que le reste est inchangé, je vais l'écrire comme ceci. Plus BI fois EI plus BIV. Pas plus, moins. Moins BIV. Ok. Et donc, j'ai tout ça. Peut-être que c'est un peu moche, je vais mettre des crochets pour qu'on puisse faire des distinctions quand même dans tout ça. Donc, je mets des crochets pour dire que là, je fais ça pour I plus grand que 2. Ok, donc là, je viens de commencer à développer mon déterminant, donc j'ai ça. Et le deuxième terme, ça va être, alors si je veux, je peux m'amuser à utiliser la linéarité aussi. Donc je peux sortir le moins B1 du calcul du déterminant. J'obtiens moins B1 fois le déterminant de V, et puis ce qui reste inchangé, donc je vais réutiliser le même crochet. X moins AI plus BI, EI, moins BI fois V. I plus grand que 2. Voilà, donc j'utilise cette notation, bon c'est pas forcément une notation usuelle, mais c'est pour vous faire comprendre que le reste des composantes, j'y touche absolument pas. Je ne touche qu'à la première composante. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, le premier déterminant, on peut l'écrire en fonction d'un déterminant du même genre de matrice, mais avec une taille plus petite. En fait, la matrice de taille plus petite, elle se cache ici. Et donc, si vous remarquez bien, là, ce vecteur qui est là, c'est juste, vous avez un coefficient non nul au début, puis après que des zéros. Donc, on peut très bien développer le calcul du déterminant de ce déterminant par rapport à la première colonne, et le développer par rapport à la première colonne, ça va me faire exactement le coefficient qui est ici, fois le déterminant de la matrice qui me reste. Et le déterminant de la matrice qui me reste, ça peut correspondre au polynôme caractéristique que j'obtiendrai en diminuant la dimension de 1. C'est tout. Bon, très bien, ok. Alors c'est ce que je fais ici. Donc ce que je fais, c'est que j'écris, ça va être x moins AI plus A1, pardon, plus B1, le tout fois le déterminant. Et là, bon là, je n'ai pas besoin de mettre des crochets. Donc de x moins AI plus BI. Oh, flûte. EI moins BI fois V. Et là, je prends I plus petit que I plus grand que 2, pardon. Bon, bien sûr, plus petit que N, hein, ça va de soi, hein, je ne l'écris pas. Mais... Donc voilà, alors là, c'est le déterminant du même genre de matrice, sauf qu'on a diminué la taille de 1. Maintenant, si je regarde de plus près ce truc-là, de ce truc-là, ce que je peux faire dans un déterminant, c'est que je peux faire des combinaisons linéaires dans les autres colonnes à l'aide de la première colonne. Et ce que je peux faire, c'est faire chacune des colonnes moins BI fois le vecteur qui est ici. Et si je fais ça, on ne change pas le déterminant. Quand on fait des opérations du type je remplace une colonne par la même colonne moins un multiple d'une autre colonne, on ne change pas le déterminant. Donc ça signifie que le déterminant qui est ici, c'est moins B1 fois le déterminant de V avec x moins AI plus BI, le tout fois EI. Donc là, oui, alors quand je dis moins, c'est que ici je fais plus BI fois V, bien sûr. Donc chacune des colonnes, je prends la colonne et je fais plus BI fois V. Donc si je fais ça,
Si j'ai pas été très clair dans ce que j'ai voulu dire, c'est ça que je suis en train de faire. Et en faisant ça, on ne change pas le déterminant. Donc je me retrouve avec le déterminant de cette chose. Mais cette chose-là, si je l'écrivais sous la forme d'une matrice, qu'est-ce que j'ai? Et bien ce que j'ai, alors je vais essayer de me mettre à un bon endroit. Je vais mettre ici, je vais essayer de me mettre ici. La matrice que j'obtiens, c'est une matrice qui s'écrit comme ça. J'ai 1, j'ai une colonne de 1, puisque c'est le premier vecteur. Et le deuxième vecteur, c'est un multiple de E2. Donc je me retrouve avec 0, quelque chose, 0, blablabla. Quelque chose ensuite en troisième composante, puis que des zéros ailleurs. Donc bref, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait la matrice que j'ai là, c'est une matrice triangulaire inférieure. Et donc quand je calcule le déterminant d'une matrice triangulaire, qu'elle soit inférieure ou supérieure, pour calculer le déterminant, j'ai juste à faire le produit de ce qu'il y a dans la diagonale. Donc ce déterminant, je peux complètement le calculer. Ça c'est cool. Et donc ce que je vais obtenir, c'est quelque chose d'assez joli. J'obtiens moins B1 fois le produit pour i allant de 2 à n de x moins ai plus bi. Voilà, alors du coup j'ai une formule de récurrence qui apparaît. Alors cette formule de récurrence, vous remarquerez que le raisonnement, j'aurais très bien pu le faire dans le sens où j'aurais fait les manipulations avec le dernier vecteur. Là j'ai proposé de le faire avec le premier vecteur, mais j'aurais très bien pu faire la même chose avec le dernier vecteur, la linéarité du déterminant fonctionne, etc., etc., etc. Et donc si je l'avais fait avec le dernier vecteur, on se retrouverait avec la relation. Donc je me permets la chose suivante. Si j'appelais qui n le polynôme caractéristique de cette chose, je peux écrire que qui n de x, ça serait x moins... Alors je répète que cette fois-ci, ce que je fais... Là, vous avez vu la manip que j'ai faite en manipulant la première composante. Ce que j'affirme, c'est que j'aurais pu avoir exactement le même résultat en manipulant la dernière composante. C'est exactement la même manipulation. Donc vous utilisez la linéarité du déterminant, puis après vous remarquez que vous allez pouvoir développer par rapport à la dernière colonne. Alors oui, c'est vrai qu'il va y avoir un moins 1 puissance n. Ouais, alors ouais. Bon d'accord, alors ouais. Alors vous me direz oui, il y a un moins 1 puissance n. Est-ce que c'est si j'ai donc ça? Je pense pas forcément. Ouais, bon, bon, ok, ça pourrait être gênant, mais je pense que à la fin, ça ne l'est pas du tout. Mais je vais continuer avec cette idée que je développe par rapport à. Donc finalement, je vais garder. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, il n'y a pas de moins 1 puissance n. Pardon, excusez-moi. Voilà, on la refait. Non, il n'y a pas de moins 1 puissance n ici, puisque on est sur la diagonale. Hein. Sur la diagonale, il n'y a que des plus quand on développe, hein, suivant les colonnes et les lignes. Je dis des bêtises, moi, ça va pas, il se fait tard ici, il y a eu les premières neiges, tout va bien. Bref. Bon, là, ici, on a un plus. Donc, si on a un plus, donc je peux bien écrire la relation comme ça, en partant avec n. Je sais pas pourquoi je m'embête avec des signes, moi. Donc, j'ai ça fois qui n-1 de x. Et puis ensuite, le tout moins bn fois le produit pour i allant de 1 à n de x moins ai plus bi. Bon, puis en voyant la tête de la relation de récurrence qu'on obtient, je pense que vous pouvez deviner, ou en tout cas essayer d'obtenir l'expression explicite de qui n de x par récurrence ou par une petite méthode de manipulation assez habituelle. Alors moi, ce que je vais vous faire, c'est que je ne vais pas faire une preuve par récurrence, mais je vais vous faire la preuve directe. Et la preuve directe, on peut la faire de la manière suivante. Si je pose pi n de x, alors si je fais pas de bêtises, pi n de x comme étant qui n de x, alors il faut que je fasse... Ah oui, d'ailleurs c'est n-1 ici. Voilà, c'est mieux. Ouais, alors si je pose pi n de x comme étant qui n de x divisé par le produit pour i allant de 1 à n de x moins ai
plus BI. Si je fais ça, quelle est la relation de récurrence que j'obtiens? Eh bien, la relation de récurrence que j'obtiens, c'est la suivante. Pi n de x, ça va être égal à pi n moins 1 de x moins bn divisé par x moins an plus bn. C'est pas mal ça. Et donc ça veut dire que pi n de x moins pi n moins 1 de x, c'est donc égal à moins bn sur x moins an plus bn. Et donc ça veut dire qu'on peut faire une somme télescopique. Hein. Donc si on veut, on peut faire une somme télescopique. Donc somme pour i. Alors réfléchissons 2 secondes. Donc je vais faire la somme pour i allant de... Je vais faire partir de 1. De 1 jusqu'à n-1 des pi k plus 1 moins pi k. Et si je fais ces soustractions-là, ça va revenir à faire moins la somme des b... Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des k alors que j'ai mis des i. Ça va plus. Hein. Donc c'est pi plus 1 moins pi. Et là, ça me fait somme des bi sur... Alors c'est des bi plus 1 d'ailleurs. bi plus 1 sur... Est-ce que je fais une bêtise là pour l'instant? Normalement non. Donc bi plus 1 sur x moins ai plus 1 plus bi plus 1. Ok. Et donc, alors je vais effacer un petit peu là. Bon, encore une fois, je pourrais faire une preuve par récurrence, hein, mais là j'ai envie de vous montrer une méthode qui est une méthode qu'on voit en informatique, hein, donc en option info. C'est une méthode de résolution, peut-être pas que là d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est une méthode de résolution qu'on étudie souvent quand on veut étudier une complexité d'un algorithme, parce qu'on a souvent affaire à des relations comme ça. Enfin bref, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pi n moins pi 1 égale moins la somme pour i allant de 1, donc i allant de 1 à n. C'est ça. Donc i allant de 1 à n de... Donc si ça m'a... pas de 1 à n, de 2 à n, pardon, de bi sur x moins ai plus bi. Voilà. Et donc il reste à calculer pi 1. Et pi 1 c'est facile à calculer. Donc pi 1, moi je vais le faire ici. Hein. Pi 1, bah, c'est le déterminant de la matrice de dimension 1 fois 1. Le cas de la dimension 1 fois 1 fois 1, bah, ça veut dire que dans la diagonale il y a juste A1. Donc ça veut dire que c'est la matrice juste avec A1. Si je fais le polynôme caractéristique, ce que j'obtiens c'est x moins x moins A1 pardon, divisé par x moins A1 plus B1. Qui peut se réécrire comme 1 moins B1 sur x moins A1 plus B1. Ce qui sera plus pratique pour le faire rentrer dans la somme. Donc, résultat de tous ces calculs. Donc c'est le genre de calcul aussi que j'ai peut-être pu montrer en faisant la preuve de la formule de Stirling. Voilà, donc bon, c'est une technique un peu particulière, mais quand même assez sympathique. Sinon, on peut faire encore une fois une preuve par récurrence. Hein. Je pense qu'on peut facilement deviner quelle va être la forme du polynôme caractéristique. Mais... Donc là, ce qu'on obtient, c'est que pi n, c'est égal à... Oui, c'est ça. Pi n, c'est égal à pi 1 plus le reste, et donc ça fait 1 moins la somme pour i allant de 1 à n de bi sur x moins ai plus bi. Et comme pi n, je l'ai effacé, mais je rappelle que pi n, c'était qui n divisé par le produit de tout le monde, x moins ai plus bi, i allant de 1 à n. Je vous rappelle que c'était ça. Alors ce que j'en déduis, c'est la chose suivante. Qui n
Et donc ça y est, j'ai le polynôme caractéristique. C'est donc le produit pour i allant de 1 à n de x moins ai plus bi moins la somme pour i allant de 1 à n de bi fois le produit pour j allant de... Oui, donc pour j allant de 1 à n, mais j différent de i, parce que ça va se simplifier avec le dénominateur qui apparaît dans la somme, hein, donc le dénominateur qui apparaît dans la somme, x moins aj plus bj. Et voilà le résultat que j'obtiens. Et je ne vais pas chercher à le développer davantage, hein, parce que je vais être très content d'avoir cette forme-là. Donc voilà, alors voilà, j'ai réussi à calculer le polynôme caractéristique de cette matrice. Déjà, c'était pas chose aisée, hein, j'espère que vous vous en rendez compte, hein, c'était pas quelque chose de si facile que ça. Alors maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est que les racines de ce polynôme sont toutes distinctes. Si c'est le cas, on a gagné. On aura n valeurs propres distinctes, donc la matrice est diagonalisable. Bon. Si c'est pas le cas, ça voudra dire qu'il va falloir étudier un peu plus la matrice. Alors pour essayer d'étudier ce qui se passe pour les zéros de ce polynôme, eh bien la bonne idée, ça peut paraître un peu étrange ici, mais la bonne idée c'est d'évaluer le polynôme en les seules valeurs pour lesquelles on peut faire des calculs ici. Et les seules valeurs pour lesquelles on peut faire des calculs, c'est en prenant AK moins BK. Car vous remarquerez que si je prends x égale AK moins BK, beaucoup de choses se simplifient dans l'expression que je viens d'obtenir. Et ce qui va être sympa, c'est qu'on va être capable de donner des signes à ces valeurs-là. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez joli. Moi, en tout cas, je trouve ça assez joli. Vraiment... Donc, ce que je propose là, c'est donc pour K, donc un n, c'est de calculer qui, bon, je vais plus mettre qui n, qui de AK moins BK. Qu'en est-il si je calcule ça? Alors, si je calcule ça, déjà, dans ce produit-là, il y a automatiquement un 0. Puisque dans ce produit-là, on prend tous les indices de 1 à n, donc, pouf, il n'y a plus ce produit. Maintenant, si je regarde la somme de plus près, je vois que dans ce produit-là, si le produit a pour facteur le terme en j égale k, c'est mort. Ça donne 0. Donc, le seul terme de cette somme qui va survivre, c'est le terme en i égale k. Et le terme en i égale k, ça va me donner moins bk fois le produit. Donc pour j allant de 1 à n, j différent de k, de quoi? Eh bien de a, alors faisons pas de bêtises, donc ak moins bk plus e moins aj plus bj. Alors, si je simplifie un petit peu, ça fait, ou si je le réécris un peu autrement, ça sera utile. Je fais moins bk fois le produit pour j allant de 1 à n, j différent de k. Alors là, j'ai pas beaucoup de place, c'est vrai que j'aurais peut-être dû effacer, ce sera mieux. Donc ça fait moins bk fois le produit pour j égale 1 à n, j différent de k, de ak moins aj plus bj moins bk. Et je l'écris comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi? Bah parce que il y a une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée dans tout ça. Car jusqu'ici, tout ce qu'on a fait marche en toute généralité. Donc le polynôme caractéristique qu'on a obtenu, tout ça, c'est une formule qui marche tout le temps. Mais arrivé ici, il y a cette hypothèse à utiliser. Qu'on n'a pas encore utilisée. Et si on l'utilise, hein, j'ai déjà manipulé un peu les facteurs de façon à ce qu'on voit clairement ce qui se passe. Si je l'utilise, on peut remarquer que si j est plus petit que k, qu'est-ce qu'on peut dire de ce facteur? Eh bien, si j est plus petit que k, bah comme les AI sont croissants, je sais que AK est plus grand que AJ. Donc je vais avoir que ce truc-là
Alors je vais peut-être faire sur deux couleurs différentes, parce que sinon on va rien voir. Donc on va faire ça sur deux couleurs. Alors... Ah. Bleu, c'est peut-être pas si... On va faire jaune. Ok. Donc, si je regarde lui, donc ça, je regarde le K plus grand que J. Eh bien, ce terme-là va être strictement positif, tandis que ce terme-là, comme les BI sont strictement décroissants, j'ai que BJ est plus grand que BK, donc ça va être supérieur ou égal à 0. Conclusion, dans ce produit-là, j'ai donc des trucs là, un produit de... Donc j'ai des termes qui vont être strictement positifs, ça c'est cool. Si K est plus grand que J strictement, donc là j'en ai dit que le produit, que... Ouais. Donc que le facteur, donc je vais mettre la conclusion comme cela, ok. Donc on a ça. Et si, et là je vais faire en bleu, si K est plus petit que J, et bien là c'est l'inverse. Cette fois-ci on va se retrouver avec quelque chose qui est plus petit que 0 ici, encore une fois à cause de la croissance des AI, et à cause de la décroissance des BI, on a également quelque chose qui est négatif ou nul. Mais bon, négatif strict avec négatif ou nul, ça va me donner négatif strict. Donc du coup, j'en déduis que les termes du produit sont négatifs stricts. Je sais que PK, c'est un nombre positif, strictement, et puis je mets un moins devant. D'accord. Alors quel est le signe de ce polynôme? Ben, c'est facile à déduire maintenant. Alors si je mets SGN pour le signe de qui de AK moins BK, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est le nombre de facteurs qui se trouvent être négatifs dans ce produit avec un moins en plus. Donc là le nombre de facteurs c'est le nombre, donc c'est les éléments J qui sont plus grands que K. Les éléments J qui sont plus grands que K, on en a combien? Alors c'est juste là qu'il faut faire un poil attention. On en a moins 1 puissance n moins k, donc n moins k plus 1. Je fais pas de bêtises, 1, 2, 3. Et si je prends j égale 2, là j'en ai 1. Et ça fait quoi? Ça fait j moins... Ah non, ça fait j moins k. Ok, ça fait j moins k, pardon. Donc, enfin, ça fait n moins k ici. Oui, n moins k. Qu'est-ce que je raconte moi là? Je mélange tout. J c'est la valeur qui varie dans le produit. K c'est le truc qui est fixé. Donc ici c'est la valeur de K que je choisis. Donc là ça veut dire que là j'ai un truc qui est positif, là j'ai un truc qui est négatif. Donc en effet ça va être... Et 3 moins 2 ça fait 1. Donc en effet ça marche. J'ai donc moins 1 puissance n moins k. Mais à cause du moins qui est ici, ça ne s'arrête pas juste à n moins k, ça va être n moins k moins 1. Donc j'ai une alternance de signes. D'accord? Ça c'est pas mal. Mais alors, à quoi ça nous avance? Eh bien, un autre truc intéressant, c'est que vous auriez pu remarquer que les AI moins BI forment une suite strictement croissante. Eh ouais! Pourquoi? Parce que les AI sont croissants, et comme les BI sont décroissants, en mettant un moins, ça devient un truc croissant. Du coup, un truc strictement croissant avec un truc croissant, ça donne un truc strictement croissant. Donc les différentes valeurs de AI, de AK moins BK, enfin, tous les AK moins BK donnent des valeurs qui sont toutes différentes. Ok? Alors maintenant, si j'essaie de récapituler, on a A1 moins B1 qui va être d'un certain signe, A2 moins B2 qui va donner un certain signe, blablabla. Et puis on va avoir AN moins BN. Ah, si vous n'avez pas encore vu, là je vais essayer de vous expliquer ce qui va se passer, hein, mais... donc, alors maintenant, si j'applique un petit peu ce qui se passe, peut-être que le plus simple c'est de commencer ici. Alors si je commence ici, je dois remplacer K par N. Donc si je remplace K par N, j'obtiens moins 1. Donc là j'ai un signe moins 1. Le suivant, alors je vais peut-être l'écrire celui-là. Donc si j'écris AN, alors faisons pas de bêtises, AN moins 1 moins BN moins 1, pardon.
Problème d'indice, ok. Bon, alors ça va donner 1 du coup. Et puis ainsi de suite, jusqu'à celui-là qui va donner moins 1 puissance n moins 2, n moins 3 plutôt. Et celui-là qui va donner moins 1 puissance n moins 2. Ouais, ok. Alors maintenant, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant je vais le dire. Ce que je vais appliquer, c'est le théorème de Rolle. C'est pas joli ça? Je vais appliquer le théorème de Rolle, parce que le théorème de Rolle nous dit du coup que, comme là, j'ai une fonction qui est continue de lui à lui, qui change de signe, je sais qu'il y a une valeur, que je peux appeler alpha 1 ici, telle que qui de alpha 1 égale 0. Puis après j'aurai une valeur alpha 2 ici, qui de alpha 2 égale 0. Donc là vous remarquez que l'indice dépend essentiellement de l'indice de l'élément qui se trouve juste avant. Donc là je vais avoir ici alpha, donc alpha de 1, alpha n-2 qui de alpha n-2 égale 0. Et là j'ai alpha n-1 qui de alpha n-1 égale 0. Donc là ce que je vais mettre en bleu c'est application. J'espère que ça vous surprend et que vous trouvez ça joli également. C'est des applications de Rolle. Je vous rappelle que Rolle dit que si on a une fonction qui est continue, qui change, alors c'est pas vraiment Rolle en fait, d'ailleurs je dis Rolle, mais c'est pas Rolle, je dis des bêtises. C'est une application du théorème des valeurs intermédiaires. Ça va vraiment plus. Hein. Donc théorème des valeurs intermédiaires. Pardon. Donc le théorème des valeurs intermédiaires vous dit qu'il existe un alpha 1 tel que on a ça qui vaut 0. Il existe un bêta 2 tel que ceci vaut 0. Il existe, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, on a déjà n-1 racine distincte du polynôme. Il en manque donc une. Et si on y réfléchit bien, lui il est négatif. Et je vous rappelle que le polynôme, il s'écrivait pas n'importe comment. Et d'ailleurs, on aurait pu juste retenir ce qui se passait. Donc là, c'est vrai que j'ai effacé. Je vais peut-être l'écrire juste en rappelant que c'était le polynôme caractéristique. J'ai pas forcément besoin de me rappeler de l'expression. J'ai juste besoin de me rappeler que c'est un déterminant. Hein, le polynôme caractéristique, je vous rappelle qu'on l'avait défini comme det de x. Donc là, ici, on a fait le calcul en faisant det de xin moins la matrice. Et donc, le coefficient dominant, c'est égal à 1. Hein, donc un polynôme caractéristique, écrit comme ceci, commence toujours par x puissance n plus quelque chose. Ok? Et ce quelque chose étant des termes de degré inférieur. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, quand x tend vers plus infini de qui de x, c'est égal à plus infini. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un moment donné où la fonction va devoir repasser par 0. Puisque, comme la limite de la fonction tend vers plus infini, ça veut dire qu'il existe un moment où je suis au-dessus de 0, par exemple. Je pourrais être au-dessus de 10, 1000, peu importe, c'est plus infini de toute façon. Mais il y a forcément un moment où je vais être au-dessus de 0. Et donc, s'il y a forcément un moment où je vais être au-dessus de 0, donc la limite me dit qu'il va exister un bêta, disons, je sais pas, ouais, bêta. Donc il existe un bêta qui est positif, tel que bêta est plus grand strictement que an moins bn, et qui de bêta est positif. Car si c'était pas le cas, la limite du polynôme ne peut pas être plus infinie, ça veut dire que la fonction serait bornée jusqu'à 0, donc aurait une limite finie, ce qui est étrange pour un polynôme, hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Bref, donc qu'est-ce qu'on en déduit alors? On en déduit qu'il y a encore une racine, que j'appelle alpha n, exprès, c'est que donc qui de alpha n égale 0. Et donc là je viens de montrer que dans chacun des intervalles il existe au moins une racine partout. Je viens de montrer qu'il existe au moins n racines distinctes comme ça. Donc il y en a exactement n, puisque le polynôme est de degré n.
Et donc je conclus quoi? Bah, je conclus que mon polynôme admet n racines distinctes, hein, je l'ai dit déjà là. Donc qui admet n racines distinctes? Je me répète un peu. Et donc ça veut dire que ma matrice M est diagonalisable. Voilà, terminé. C'est joli quand même. Une application, donc j'ai dit théorème Murol, je suis fatigué, je pense, un peu trop fatigué. Mais une application du théorème des valeurs intermédiaires pour conclure une diagonalisabilité de matrice. C'est quand même joli, hein. Enfin j'espère que vous appréciez bien. Hein. Donc voilà, c'est un exercice avec un peu d'astuce quand même. Mais vous avez vu, enfin en tout cas moi j'espère vous avoir convaincu sur la méthode à employer pour essayer de calculer un déterminant. Cette méthode pourrait réapparaître si vous aviez à calculer un déterminant d'une autre matrice. Et donc bah, j'espère vous avoir un petit peu donné envie de manipuler des matrices un peu de ce genre, et en essayant de les manipuler de la façon dont je vous ai proposé. Et bon voilà, la fin est quand même assez astucieuse à penser à cette application du théorème des valeurs intermédiaires, c'est quand même très 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 joli. Alors voilà, l'anecdote dont je veux vous parler, c'est en fait d'où vient cet exercice. Cet exercice vient du fameux professeur. Si vous vous souvenez bien de mes petites histoires que j'ai pu raconter pour d'autres exercices, je vous avais raconté qu'il y avait eu, pendant ma 5,5, donc pendant ma 3e année de classe préparatoire, il y avait eu un professeur qui a été d'une gentillesse incroyable et qui m'a motivé un maximum pour réussir les concours, etc. hein, alors que j'ai été au plus mal à la suite d'un exo que j'avais discuté avec un prof, hein, donc un des exos de colle, hein, je rappellerai le numéro si besoin en description. Ce professeur vraiment... voilà, il m'a boosté, il m'a donné plein d'exercices, on a pu discuter de plein de trucs, des exercices type ENS, etc. Et même culture mathématique en général, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime profondément les maths, et ça s'en ressent énormément. Et vraiment, enfin voilà, ça m'a aidé énormément pendant mes années de classe préparatoire. Et donc, cet exercice, c'est de sa confection. Donc c'est un exercice qu'il m'avait posé en colle, il y a donc 3e année de classe préparatoire, ça remonte à 6-7 ans. Donc c'était un exercice qu'il m'avait posé il y a 6-7 ans, et je l'ai trouvé très 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 joli. Alors pour vous dire, j'ai dû m'amuser à essayer de me ressouvenir de l'énoncé précis de l'exercice, car je l'avais gardé dans un coin dans les exos de colle que j'avais peut-être à proposer, et je me suis rendu compte en essayant de le faire un petit peu par moi-même pour me retrouver la solution, parce que bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cet exercice. Je me suis rendu compte que voilà, il y avait des hypothèses que j'avais pas mis en place, comme le fait que les BI devaient être décroissants par exemple. Donc voilà, il y avait des hypothèses dont je me rappelais plus vraiment, et quand j'ai fait la résolution, je l'ai retrouvé. Et je me suis souvenu de quelques bons souvenirs au moment de la résolution de l'exercice, car je me souvenais que quand il parlait de la résolution de cet exercice, notamment au moment où je vous parle de l'utilisation du TVI, je me souvenais que voilà, il disait alors j'ai n racines, et puis il m'en manque une, et puis elle est là. Et il fait comme ça. Et voilà, je me souviens de ce genre de phrase comme ça qu'il a pu sortir pendant sa colle, et ça m'a fait un peu chaud au cœur pendant la résolution que j'ai voulu faire moi de mon côté de cet exercice, et je me suis dit en ayant résolu cet exercice et en me rendant compte quand même des manipulations qu'il y avait derrière et qui étaient quand même assez jolies, je me suis dit que je vais vous le proposer, vous le partager, et j'espère que ça vous plaît, et voilà. Donc voilà, je pense avoir terminé hein, sur les histoires et sur cet exo de colle en particulier. Donc comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo si vous savez s'il y a d'autres gens qui seraient intéressés par les vidéos, par la chaîne elle-même également. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir également les prochaines vidéos et être alerté. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions ou autres que vous pourriez avoir, ou même des retours concernant la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de retour, surtout en ce moment, puisque comme je l'ai déjà dit, je suis en cours de préparation à l'écriture de la thèse, donc voilà, on va dire que petit à petit on commence à rentrer dans un tunnel, donc voilà, les choses vont commencer à se corser. Enfin bref, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.